Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Mourad Preur, président du cabinet Énergie et expert en énergie, expert international. Mourad Preur, bonjour. Bonjour. On vous a convoqué en urgence. En urgence et... C'est l'actualité qui l'exige. C'est l'actualité qui l'exige. Mon ami Yaxen qui joue des tours. Ouais. Non, il y a l'invité du direct revient sur un thème qu'il a traité plusieurs fois ici, qu'il a traité sous différentes coutures, celui de la transition énergétique et celui du rôle que les hydrocarbures continueront à y jouer dans l'avenir. Et dans cette partie qui reviendra aux hydrocarbures, la part du non conventionnel, c'est évidemment les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune au sujet du gaz de schiste qui ont relancé cette discussion. Est-ce que vous avez entendu, Mourad Preur, le président parler du gaz de schiste ? Oui, j'ai entendu. Le problème, c'est que ces déclarations ont passionné et engagé un débat passionné. Or, ce qu'il faut en l'espèce, c'est un débat serein. D'accord. En partant, d'abord, je suis dès le départ. L'exploitation aujourd'hui, avec les technologies actuelles en matière de produits chimiques, etc., des gaz de schiste, je ne pense pas que ça soit d'actualité pour nous. D'accord. Maintenant... on va y revenir, bien sûr. On va y revenir. Donc, non, Yannick, pour dire que je ne suis pas... de toute façon, mes déclarations sont connues sur le sujet. Je suis plutôt militant d'un engagement massif dans le solaire, surtout dans le solaire, thermique et photovoltaïque. Et je pense que le rapport coût-avantage, délai pour le solaire est nettement supérieur, nettement plus intéressant que pour le schiste. Alors, d'accord. Donc, Adia, en matière d'exigence, d'échéance, délai, coût, avantage, nettement, il n'y a pas photo. Les renouvelables, c'est l'urgence. Alors, quelle mouche a donc piqué le Abdelmadjid Tebboune pour qu'il nous resserve de cette façon-là la sauce du gaz de schiste? Est-ce que, question précise, est-ce que c'est parce qu'il pense avoir trouvé une autre manière de déployer le gaz de schiste? Il a beaucoup insisté sur les parties non habitées de l'Algérie. Bon, d'abord, il faut revenir. Pourquoi je dis il faut traiter sereinement ce genre de questions? Il faut traiter sereinement. On a tendance un peu à trop idéologiser les questions économiques, de toutes sortes. Il faut avoir un regard professionnel, un regard froid. Aujourd'hui, la demande gazière nationale est en train de monter à un rythme de 8% par an. C'est-à-dire que nous consommons 40 milliards, un peu plus de 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour produire de l'électricité, pour alimenter les usines qui ont été construites ces 20 dernières années. Et tout ça fait que notre consommation gazière est en train d'exploser. Et va exploser à l'avenir. Nous sommes 43 millions d'habitants, c'est bien ça, ou autour de ça. En 2030, on serait dans les 50 et on consommera 50 milliards de mètres cubes. 2031, on risque de disparaître en tant qu'exportateur de gaz naturel. Le problème de gaz naturel, c'est pour notre consommation. Et ensuite, et c'est aussi pour financer l'économie nationale. Je n'ose pas dire financer le développement. Parce que, le problème à l'échelle de l'État, c'est la quadrature du cercle. Comment faire pour assurer l'équilibre énergétique à court terme, c'est-à-dire satisfaire la demande,
En même temps, avoir des ressources pour financer l'économie, je ne dis pas financer le développement, on y viendra, Inch'Allah. Dans ce contexte, on a Hassermel qui est une belle bête, qui est un gisement magnifique, qui a été malmené. J'avais expliqué sur ce plateau que le gaz, il n'y a que la pression qui peut pousser le gaz dans un gisement. Il n'y a que la pression, il n'y a pas autre chose. Et si elle baisse, il ne remonte plus. Et si elle baisse, le gisement peut mourir très rapidement, il décline. Les standards, c'était que sur 100 mètres cubes qu'on extrait de Hassermel, on extrait même le GPL et le condensat, qui sont donc des liquides, et ils sortent à 100 bars du gisement. Au départ, on prend 66 mètres cubes, on prend 33 mètres cubes, on les envoie vers le nord, hein, pour l'exportation et pour la consommation interne, et 66 mètres cubes, on les comprime à 150 bars et on les remet dans le gisement, de telle sorte qu'on maintienne la pression. On bat 50%, on est arrivé à réinjecter ce qu'on appelle le cyclage ou la réinjection 12%. Ce qui fait que Hassermel est gravement malade et Sonatrach est en train de travailler pour mieux comprendre avec l'imagerie du sous-sol Hassermel et pour le remettre en bonne santé pour qu'il produise. Tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, en fait, vous êtes en train de nous dire que sur la moyenne longue période, on va devoir chercher du gaz ailleurs que Hassermel, ailleurs que d'autres gisements qui sont en cours d'exploitation. Et donc, il ne faut pas mettre totalement, entre parenthèses, de gaz de schiste. C'est bien cela? Non, ce que je dis. Moi, je privilégie les conventionnels. Et moi, je suis un pétrolier. Moi, je regarde, les échelles pour nous sont de 30, 50, 100 ans. C'est ça les échelles. Parce que l'Algérien qui naîtra en 2030 et qui devra se marier en 2060, hein, il faut bien qu'il trouve de l'énergie. On ne va pas lui pomper tout ce qu'il y a dans le sous-sol et le laisser se chauffer belfham et rouler avec une... Même c'est du sous-sol. Hein. Ou là se chauffer au bois de feu et pour sa mobilité utiliser la traction animale. Donc, là, on pense à très long terme. Donc, moi, la priorité pour moi, c'est les conventionnels. C'est que Hassermel retrouve sa santé. C'est que Hassim Saoud, qui également a été malmené, parce que le gaz qui devait être réinjecté dans le gisement, comprimé, réinjecté dans le gisement, on l'a dirigé vers l'exportation. Et de telle sorte que le gisement de Hassim, et même le gaz de Gassitouil qui venait sur Hassim Saoud pour être réinjecté, on l'a dirigé vers l'exportation. Donc on a malmené les gisements, on a désinvesti dans l'exploration-production, on a arrêté le développement gazier. Ceux qui ont en charge l'Algérie aujourd'hui, ils ont cette équation. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder les choses froidement. Il faut... trouver du gaz, parce que notre concitoyenne de Khenchla ou de Ain Safra, elle est toute contente quand elle allume sa cuisinière, il y a du gaz qui sort. Mais le gaz, يجي من حسرمل يجي من عين صالح يجي من تماك اللي يجي ما يجيش من جهه اخرى. Donc si c'est pas une discussion de salon entre philosophes ou là, c'est une discussion très concrète. Alors, le Si problème... tu veux qu'il y ait du gaz chez la cuisinière, les centrales électriques, c'est le gaz qui les fait fonctionner. Alors où est le gaz? Oui. Alors le problème, c'est que la façon dont Abdelmajid Tebboune a évoqué le recours nécessaire, selon lui, au gaz de schiste, ce n'est même pas sous cet angle-là, c'est même pas sous l'angle de la sécurité énergétique, c'est même pas pour avoir du gaz pour se chauffer, pour l'économie nationale, pour produire de l'électricité, etc. C'est sous l'angle de financer les importations. C'est sous cet angle-là que ça a été apporté. On n'a plus les moyens d'importer parce qu'il y a une déclinaison,
Il faut recourir à autre chose qui soit exportable. Et ce qu'il y a de plus à la portée, ce qu'on sait faire, entre guillemets, c'est le gaz de schiste. C'est ainsi que ça a été. Alors le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas déployer le gaz de schiste en supposant, et on va l'évoquer encore, qu'il n'y ait pas de problème d'environnement, parce que c'est le problème numéro un qui est évoqué. On ne peut pas le déployer tout de suite. Ce n'est pas la réponse des 5 prochaines années. Bon, ni je peut-être pense même des 10. que M. Tebboune est président de la République, il est entouré de techniciens, il va s'entourer encore, ou j'en sais rien, mais sa vision devra s'affiner, indiscutablement. Parce que le gaz de schiste, on a 112 appareils de forage en activité en Algérie, donc 95 c'était à Sonatrach. Si on devait déployer demain le gaz de schiste, il faut 500 appareils de forage. Donc 500 appareils de forage avec des superviseurs foreurs, avec tout le personnel de supervision, parce que la compagnie de forage, elle pose son appareil et elle fore. C'est la compagnie pétrolière qui prend le risque et qui paye. Donc elle doit avoir un personnel de supervision. On est... démunis déjà pour nos 72 appareils de forage. Donc si tu imagines lancer demain le gaz de schiste, si jamais, si c'était sur le plan environnemental, il n'y a aucun problème, etc., hein, si tout ça était parfait, tu ne peux pas le faire. D'abord, ok, tu ne peux pas le faire parce que les moyens, la technologie et là, j'ouvre une parenthèse, parce que je lis dans la presse, les Français, ils veulent s'accaparer le gaz de schiste algérien. Les Français n'ont pas d'expérience dans le gaz de schiste, c'est les Américains qui connaissent, il ne faut pas plaisanter. C'est eux qui connaissent, ils ont fait toutes les erreurs possibles, ils ont tiré toutes les leçons. Le progrès technique chez eux a réussi à abaisser les coûts, chose qui n'est pas irréversible. Pour un tiers, les coûts de production vont repartir à la hausse. Hein. Pour un tiers, elles sont irréversibles. Pour 2 tiers, ils vont repartir à la hausse. Hein. Il y a un effet d'échelle, il y a le jeu des banques qui ont financé et qui ne financent plus tellement les entreprises. Alors donc, il y a une évolution darwinienne des entreprises qui se sont lancées dans le schiste. Elles sont en train de se bouffer les unes les autres. Alors, question. On va essayer de dire encore quelques mots sur l'exploitation du gaz de schiste, comment ça peut être ou pas une réponse. Mais j'essaie de comprendre pourquoi subitement ce sujet est revenu comme une réponse, une panacée, etc. On a, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, le sentiment qu'on a découvert de nouvelles contrées où on peut développer du gaz de schiste parce qu'il y a un réservoir, et ces contrées-là sont... il n'y a pas de population. Et donc, le problème environnemental est évacué et on peut se lancer dans l'exploitation sans menacer les populations. Est-ce que ce n'est pas ignorer le fait que, en fait, plus on s'éloigne des centres de production, des réseaux, plus le coût d'exploitation risque d'être lourd et aujourd'hui, c'est 10 millions de dollars, un puits... aux États-Unis. De non conventionnel. Versus. Chez nous, il tournerait entre 15 et 20, tranquille. Hein. Bon, mais beaucoup de nos ressources en schiste sont en dessous des ressources conventionnelles. Parce que je ne veux pas ennuyer les téléspectateurs. Oui, bien sûr. On est dans une radio filmée. Le mot n'a pas été inventé encore. Nous, on dit les internautes. Je ne veux pas trop ennuyer les internautes, mais on appelle les hydrocarbures non conventionnels, pétrole et gaz de schiste, ce sont des pétroles et gaz de roche-mère. Le pétrole s'est formé dans une roche-mère, hein, pendant des centaines de millions d'années, et ensuite, en profitant des infractuosités du terrain, il a migré vers une roche réservoir où il a été piégé parce qu'il a trouvé de l'argile, il ne pouvait plus monter. Donc, du fait de conditions physico-chimiques, il a migré. Mais il y a une partie qui n'a pas pu migrer, qui n'a pas trouvé d'infractuosité. D'où la facturation. Ils se sont retrouvés donc soit entre de l'ardoise, du schiste, ou là du taït. Tout le schiste, mais le taït c'est des réservoirs compacts,
parce que le pétrole et le gaz sont dans des roches poreuses. Donc, ils sont dans des trous et les trous sont en communication les uns avec les autres. Donc, il y a la porosité, c'est la grosseur de ces trous, et il y a la perméabilité, c'est les relations, les liaisons qu'il y a entre ces trous. Bon, le pétrole ou le gaz, ils se sont formés dans cette roche-mère au Qadul Timmak. Jusqu'à présent, jusqu'à 2008 à peu près, on ne savait pas comment trop faire pour les sortir. Ensuite, on a trouvé... La technologie était appliquée en Algérie en 1980, depuis les années 80. Notamment pour le pétrole tight. Et pour le pétrole. Parce que Hassim Saoud, c'est un gisement. Le plus gros de Hassim Saoud, les gens ne le savent pas, c'est du non conventionnel. La porosité et la perméabilité sont très très faibles. C'est une roche, le gisement de Hamra, on l'appelle bordure de trottoir. C'est le granit et le granit. Et bon, pour exploiter ces gisements, on fracture la roche et à très haute pression avec de l'eau et avec un solvant pour l'ouvrir, et puis on met du sable pour que ça ne se referme pas. Bon, aujourd'hui, le solvant Hadaya, il est néfaste pour l'environnement, pour la santé, etc. Et pour l'eau, notamment. Mais bon, attends, il faut qu'on se mette aussi d'accord sur une chose. Taht Hassim Saoud, plutôt fort Hassim Saoud, il y a de l'eau. L'Albien, Hassim Saoud, il a 3200 mètres à peu près dans ces eaux-là. Ou la Berkine, il y a de l'eau. Et donc, quand on fore, on traverse l'aquifère. On traverse l'aquifère. Nous, les pétroliers, notre métier est un métier de risque et de polluants. Un expert très connu disait le pétrole, son problème, c'est qu'on ne le voit jamais. Il est partout, il est nécessaire, mais quand on le voit, c'est jamais à son avantage. C'est l'ERICA, c'est... Bon, donc on a un métier polluant. Ça, il faut que les gens le sachent. Ils roulent gaiement sur l'autoroute de Ben Aknoun, ils grillent gaiement... mais c'est sorti de gisement où là, une cuisinière, tu te chauffes, ton appartement, tu es tout content. En hiver, quand il fait moins de... Enfin, il ne fait pas moins de Alger, mais bon... Quand il fait froid, et tu es chauffé. Mais ça vient d'un métier qui est sale. Ce métier est sale, il est dangereux. Oui. Et sur le plan international, c'est un métier où il y a du sang, où il y a des coups d'État, c'est un métier assez compliqué. Bon, tout ça pour dire que quand tu fores à Hassim Saoud, ou là tu fores à Berkine, ou à Hassermel, tu traverses l'aquifère. Wesh-nous, il y a une cimentation, il y a un casing, tu fais descendre des tubes et tu cimentes et ensuite tout se passe bien. Pour les risques d'infiltration, je laisse aux scientifiques et aux géologues. Mais là, on parle, pour finir avec cette séquence sur le caractère polluant de l'exploitation du non conventionnel, on parle de la dangerosité des produits dissolvants qui permettent la fracturation et qu'on ne peut pas récupérer et qui vont rester se diffuser avec les déchets et les boues. Là, j'explique de manière très claire, enfin je l'ai déjà expliqué, ma position est très claire sur cette question. Je sais, je suis dans l'industrie pétrolière internationale, je sais que des recherches se font aujourd'hui à très grande échelle pour des additifs biodégradables, etc., pour de nouvelles techniques de fracturation par arc électrique ou utilisation etc. On va dire environnemental friendly. Oui, bon, je sais que le progrès technique va finir, je le sais, va finir par traiter cette question environnementale. D'accord. Maintenant, dans quelle échelle de temps, à quelle échéance? C'est une échéance qui correspond à l'échéance nécessaire pour développer le gaz de schiste en Algérie. C'est-à-dire ce que Sonatrach fait, c'est seulement ce qu'elle a fait. Je trouve qu'on l'a condamné injustement.
Ce qu'elle a fait, c'est des forages d'évaluation. Elle fait de la veille technologique, elle surveille les technologies. Abdelmajid Tebboune a dit que c'était une erreur de faire le premier forage d'évaluation à côté de la population d'Ain Saleh. On ne l'a pas expliqué, je ne rentre pas dans les détails les politiques de l'époque, comment ils se sont comportés avec les notables de Ain Saleh, qui sont des gens respectables et qui ont des traditions d'hospitalité, etc. Tout ça a fait que la communication est partie en vrille. Ça, tout le monde le sait. Oui. Pas besoin que Mais on va pas tirer sur des ambulances. On va pas tirer sur des ambulances, c'est pas le sujet. Mais il faut expliquer, il faut communiquer, il faut dire voilà de quoi il s'agit. C'est un forage d'évaluation, savoir ce que nous avons. On nous crédite des 3e réserves mondiales de pétrole de schiste. Et là, je persiste et signe, j'assume ce que je dis. Ça dérange certaines puissances que l'Algérie retrouve sa puissance gazière. Ça, c'est ce que dit Abdelmajid Tebboune. Non, ce que dit Mourad Preur, et que j'assume, c'est que l'Algérie retrouve demain sa puissance gazière, alors qu'aujourd'hui l'Algérie est quasiment traitée comme un État gazier cliniquement mort. En voie de l'être. On va rester C'est-à-dire nous représentions 16% du marché gazier européen, on est 8% aujourd'hui. Il y a le gaz, il y a 105 millions de tonnes de capacité de liquéfaction qui ont été approuvées aux États-Unis. Il y a la Russie qui arrive avec le GNL, qui double le Nord Stream à 110 milliards de mètres cubes. Il y a pas du GNL, hein, non, gaz naturel. C'est du gazoduc. Hein, mais 110 milliards de mètres cubes, on n'arrive pas à exporter 51 milliards de mètres cubes. Il y a l'Est méditerranéen, l'entité sioniste, Chypre. Il y a le gisement de Zohor, 700 milliards de mètres cubes de réserve, 700 milliards de mètres cubes dans le bassin du Levant. Tout ça, il y a des facilités en GNL en Égypte qui font que ça va arriver très vite. Et puis, il y a le Qatar, 77 millions de tonnes de liquéfaction à Ras Laffan 1. Ras Laffan 2, ça va être 100 millions de tonnes. Opéré naturellement, chaque fois je le dis, par des ingénieurs. Le bémol, Mourad. Des ingénieurs formés par Sonatrach. Le bémol, Mourad, c'est tout ça veut dire qu'il y a une pression pour nous éjecter du marché gazier européen et on risque fort d'être éjecté. Maintenant, répondre par le gaz de schiste, que je sois clair, que je sois très clair. Oui. Répondre, je ne dis pas qu'il faut répondre par le gaz de schiste. Je dis que Hassermel est une belle bête. C'est l'une des plus grandes accumulations gazières mondiales. Il faut faire confiance en Sonatrach. Elle est en train de travailler pour mieux comprendre les dégâts qui ont été faits à Hassermel, pour que Hassermel retrouve sa santé. Sa santé, c'est 80 milliards, on parlait de production, 80 milliards de mètres Hassermel cubes. est capable 80 milliards de mètres cubes pendant 25 ans, normalement, il y a une déplétion, dans tous les cas. Il y a une déplétion, il y a le sud-ouest qui est en train de se connecter. Qui est en train de se connecter. Maintenant qu'il y a des infrastructures, les projets d'exploration sont beaucoup plus... Et là, c'est 8 milliards de mètres cubes de plus, c'est pas énorme. Hein. Bon, moi je pense que le sous-sol algérien réserve des surprises, réserve de bonnes surprises. Donc n'oublions pas le conventionnel. Donc, c'est ça je pense que dans le développement des gisements, nous avons de grandes capacités, un grand potentiel d'augmentation de notre production. Alors, donc, on a bien compris au conventionnel. Primauté au conventionnel, le message est le bien non passé. Conventionnel, c'est dans 10 ans, mais Sonatrach, elle fait de la veille technologique pour voir comment évoluent les technologies. Et elle évalue ce que nous avons, savoir ce que nous avons, pour que les générations futures, on leur laisse donc continuer à faire des forages. data. Continuer à faire des forages d'évaluation. D'évaluation qui ne présentent pas de on risque. évalue, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue la pression du gisement, C'est-à-dire que c'est des forages de délinéation, c'est-à-dire que tu vas évaluer la pression, tu as les études de géophysique
qui te donne un peu la géographie de la patate, de la structure, hein. Et puis tu vas planter des appareils de forage, et puis tu vas évaluer la pression qu'il y a, et puis avec des modèles mathématiques, etc., tu vas estimer les réserves et quand tu fais le forage, tu fais aussi du carottage, tu sors des carottes, c'est-à-dire des cylindres de roche que tu vas pouvoir analyser pour mieux comprendre, pour mieux... On a bien compris l'autre volet, l'autre enjeu de l'enjeu environnemental. On en a parlé, on a dit qu'on peut miser sur une évolution de la technologie qui fasse que ça n'en soit plus même si c'était bien de rappeler que même l'activité dans le conventionnel était polluante et pouvait toucher l'aquifère. Nous avons évoqué la difficulté donc de devenir compétitif dans le court terme avec 112 appareils, il faut 500 pour développer une activité. Minimum. Hein. La question, c'est que en 2020, 26 janvier aujourd'hui, la seule exploitation qui fonctionne, le modèle qui fonctionne d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels, c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est un modèle difficile à exporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Algérie, ce n'est pas Sonatrach qui va pouvoir le développer seul. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc ça repose, et ça a posé pour le Hirak politiquement. Le mouvement populaire, ce week-end, ne s'est pas contenté de dire non au gaz de schiste, parce que les gens étaient choqués. Mais aussi, il y a eu la critique de vouloir réintroduire par la fenêtre ce qui avait été évacué par la porte, c'est-à-dire un peu la démarche qu'on a connu face à la loi sur les hydrocarbures qui avait été déjà contestée par le mouvement populaire. Un appel aux capitaux étrangers dans une position de faiblesse. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure? Sauf Doka, je reprends toujours la thèse que j'ai développée, que je développe. La puissance pétrolière d'un pays producteur ne réside plus dans le niveau de ses réserves et de ses productions, mais dans la puissance, dans la maîtrise technologique, dans la compétitivité de sa compagnie nationale. Khlas. On n'en est plus dans les années 70, où les pays producteurs, c'était un marché d'offreurs. Aujourd'hui, c'est un marché de demandeurs, et surtout pour le gaz, pour le pétrole, hein, et de plus en plus. Aujourd'hui, les pays producteurs sont en train de muscler leurs compagnies nationales. Ils les intègrent même dans leur chaîne diplomatique. Les Saoudiens l'intègrent à la bourse. Et pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons. Mais c'est inenvisageable. Je suis contre toute ouverture. Tu dirais 5%. Non, mais je suis contre... Monsieur Pleuel, vous seriez aux affaires et vous verrez le déficit budgétaire qu'il y a devant vous. Peut-être que vous changeriez d'avis. Non, c'est la musculature de l'État, hein, qui rend possible ou non, hein, dans tous ces démembrements, hein, l'opportunité et les risques d'une ouverture du capital d'une entreprise stratégique. Exxon est une entreprise privée, mais l'État américain a une musculature de fer. Total. On ne parle pas de privé, on ne parle pas d'entreprise privée. Non, c'est pas de ça qu'il parle. J'ai assisté, c'était c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors c'est la part du capital étranger pour développer le gaz de schiste. C'est aussi une appréhension en Algérie. On dit on n'est pas sur un agenda algérien. Non, attends, justement. C'est ça, quand j'ai dit ma thèse, la puissance pétrolière. On doit muscler, on doit faire de Sonatrach une puissante compagnie pétrolière sur le plan technologique, managérial. Parce que quand elle est puissante, elle assume sa mission, sa fonction supérieure de donneur d'ordre. Ceux qui travaillent dans le schiste, ce n'est pas les compagnies pétrolières, c'est des compagnies de services. L'industrie pétrolière est devenue une industrie de blouse blanche. Là, les casques et les bottes, etc. Aujourd'hui, une compagnie pétrolière, la puissance taha, c'est qui tchouf l'ard, c'est comme si elle voit c'est-à-dire qu'elle voit 3000, 4000 mètres, 6000 mètres pour les sous-salifères brésiliens, 6000 mètres, elle appelle la société de forage latitude, longitude. هذا البوان
حط هنا l'appareil de forage à 3200 mètres تتلاقم على la structure. C'est ça la puissance, c'est l'articulation de Sonatrach avec nos universités, avec la recherche nationale, développer une ingénierie nationale. C'est ça qui assure la souveraineté du pays. Tu ne vas pas ramener des compagnies étrangères, tu leur dis faites développer les schistes ou même les conventionnels. Même la nouvelle loi qui s'inspire beaucoup de la 86-14 n'a aucun sens si tu ne muscles pas Sonatrach. Sonatrach elle maîtrise toute la chaîne. La preuve, les ingénieurs de Sonatrach, ils sont au Golfe, ils sont partout, ils sont recherchés, ils sont... Au Golfe Persique, pas au Golfe de Moradia. Parce qu'au Golfe de Moradia, on pourrait le comprendre comme ça. Ça, j'attendais pas ça. Au Golfe arabique, oui, c'est toute la nuance. D'ailleurs, ça me permet de poser ils la sont dernière pas au question. Golfe, ouais. Ils auraient dû être au Golfe de Moradia. Est-ce que le fait de ne pas avoir évoqué la transition énergétique, moi j'étais personnellement choqué. J'étais personnellement choqué de ne pas voir la place qu'aurait dû occuper l'énergie solaire. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Non, dans la gouvernance moi je pense que le discours du président va s'affiner avec le temps. Je pense que on ne peut pas juger sur un premier discours. Mais il est clair, nous avons 86% du territoire, il est ensoleillé à 3500 heures par an. Et le reste, c'est 2650 heures, le nord. Chaque kilomètre carré de l'Algérie, c'est 2000 kWh. La France, entre 1100 et 1400. Oui, mais comment heures d'ensoleillement par an. Il n'y a pas photo. Ils ont lancé un projet de 35 milliards d'euros pour 30 000 mégawatts. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est quand même grave ce qui s'est passé. C'est un problème de conseil, c'est un problème de. Bon, je pense que ça va vision, venir. Moi, je vois le commissaire aux énergies renouvelables que je connais, qui est très compétent. Bon, je pense que le discours présidentiel va être alimenté par des experts je pense qu'il va être alimenté. Mais il est clair, non, mais ce qui est dramatique, 2011, on décide 22 000 mégawatts. 2020, j'ai oublié qu'on était en 2020, on a 500, quelque chose comme ça. Et en 7 ans, on a Thora. Oui. C'est quand même... en fait, c'est l'une des raisons. Et au moment où on avait de l'argent. Oui. Et c'est les mêmes, hein. Enfin, je note que c'est quand même les mêmes qui continuent. Au moment où on avait de l'argent. Oui. C'est pas normal que ce soit le solaire ou l'efficacité énergétique. Je l'ai déjà dit, on consomme 2 fois plus d'énergie que l'OCDE, c'est-à-dire le Japon, la France, la Grande-Bretagne, pour produire une unité de PIB. Pour produire une unité de richesse, on consomme 2 fois plus d'énergie. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Oui. Chitour, il parlait d'ébriété énergétique. Moi, je pense que c'est le coma éthylique carrément. Ouais, on peut le dire comme ça. Merci beaucoup. Merci Mourad Preur de nous avoir remis les choses à l'endroit par rapport à cette polémique. Non, mais il faut calmer les esprits, à mon avis. On est sur des échéances longues. Absolument. Merci beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.